Bonjour à tous, Adia Touba, je m'occupe du réseau Enterprise Europe Network au sein de la CCI Seine-et-Marne. Donc cette réunion elle est organisée dans le cadre de l'IC 77 mais aussi dans le cadre du réseau Enterprise Europe Network. Donc, je vais prendre juste 2 minutes pour vous présenter le réseau. Donc ça a été créé par la Commission européenne en 2008 pour aider les entreprises à se développer à l'international. Donc vous avez 600 points de contact à l'international, que ce soit des chambres de commerce ou des organisations privées ou publiques. Vous avez 68 pays, les 28 pays membres, mais également d'autres pays à l'international. Donc le réseau Enterprise Europe Network il se positionne réellement comme un relais auprès de la Commission européenne, comme un véritable guichet unique qui répond aux besoins des entreprises en matière européenne, en matière de recherche de partenaires, aussi pour des consultations. Donc les actions pour les PME, vous avez l'information sur la réglementation européenne. Donc Viviane qui intervient en partie dans le cadre du réseau Enterprise Europe Network. Vous avez également la recherche de partenaires commerciaux ou technologiques via des missions d'entreprise ou des conventions d'affaires. On a également des bases de données qui sont mises à disposition par la Commission européenne pour vous aider à trouver le bon partenaire. Et également l'accès au financement européen qui dépend d'appels à projets principalement. Vous avez les points de contact du réseau. Vous avez également le point de contact au sein de la CCI Seine-et-Marne. Et voilà, c'est géré en pilote par la CCI Paris-Île-de-France. Vous avez BPI qui est aussi partenaire et Paris Région Entreprise. Bonjour à tous, je suis Marie Roudergue, je suis juriste à la CCI Paris-Île-de-France et également au sein du réseau Enterprise Europe Network. Donc moi je suis positionnée sur le volet juridique, sur l'information réglementaire et comme ma collègue vous l'a indiqué, on vous accompagne sur toutes les problématiques juridiques dans votre développement à l'international. Donc on travaille en étroite collaboration avec les personnes qui sont positionnées en CCI départementale et territoriale, dont Viviane. Donc si vous avez des problématiques juridiques du coup, que ce soit sur de la TVA, comment je facture ma TVA au sein de l'Union européenne, mais aussi en dehors de l'Union européenne, par exemple, je fais fabriquer mes produits en Chine et je les fais livrer directement chez mon client en Allemagne. Il y a des règles particulières de facturation, donc on peut vous aider à déterminer quelles sont les facturations que vous devez mettre en œuvre, quelles sont les mentions obligatoires que vous devez faire apparaître sur vos factures, etc. On vous accompagne également sur les contrats, sur les problématiques de marquage CE, quelles sont les directives que vous devez respecter pour pouvoir mettre votre produit en vente sur le marché européen. Dernièrement, on a également le RGPD, ça doit parler à certains d'entre vous, qui est le règlement sur la protection des données personnelles qui va entrer en application le 25 mai prochain et qui va avoir de nombreuses conséquences. Donc on a un juriste qui est spécialisé sur cette matière-là et qui peut en tout cas vous aider à déchiffrer ce que ce nouveau règlement prévoit. Voilà de façon générale ce que les juristes peuvent faire pour vous au sein du réseau. Donc on va rentrer dans le sujet pour lequel vous êtes venus. Donc on va voir ensemble effectivement comment gérer et prévenir les situations d'impayés à l'international. Alors aujourd'hui le marché unique, le marché européen compte plus de 450 millions de consommateurs. Néanmoins, donc, il représente un potentiel considérable de croissance pour les entreprises, la croissance et la vie d'une entreprise peut être mise en danger par des situations d'impayés. Donc on va voir ensemble quels sont les différents types de règlements qu'il existe, que ce soit à l'amiable ou que ce soit des voies judiciaires, et ensuite on verra comment par le contrat vous pouvez prévenir, anticiper, encadrer le règlement. Alors je vous propose du coup de commencer par le cadre juridique et un rapide état des lieux du marché du coup européen, puisque on n'a pas de données sur le marché international, mais on en a un cabinet de consultants publie chaque année un rapport qui peut vous être utile
vous le verrez, on a examiné pays par pays les comportements en fait des clients, quelles sont les causes des retards de paiement et quelles peuvent être les conséquences. Au niveau du cadre juridique, alors je sais, pour accompagner des entreprises au quotidien, à quel point le droit peut vous freiner. Néanmoins, je vais essayer de vulgariser au maximum mon vocabulaire. Voilà, mais vous connaissiez en tout cas dans les grandes lignes quel est le cadre juridique européen. Et donc, dans un deuxième et troisième temps, on verra comment les gérer et comment les prévenir. Alors, en introduction, donc le cadre juridique. En Europe, nous avons une directive qui date maintenant un petit peu, qui est du 16 février 2011, qui a donc pour but la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. C'est une directive européenne qui a été transposée en droit français par la loi Hamon du 17 mars 2014. Le but de cette loi était véritablement d'encadrer légalement les délais, donc qui les a fixés à 45 jours fin de mois ou 60 jours après l'émission de la facture. Ce sont des délais maximaux, c'est-à-dire que même dans vos conditions générales de vente, même par un accord conventionnel, vous ne pouvez pas prévoir des délais supérieurs à ceux qui sont prévus par le texte. Alors très souvent on pose la question, on dit oui mais si mon client il me communique des délais à 90 jours, comment ça se passe, est-ce que je peux signer le contrat? Alors oui, dans la pratique vous pouvez signer le contrat, rien ne vous y empêche. Néanmoins, si il y a un contentieux et que le juge est saisi du contrat, cette clause, donc la clause qui va fixer les délais de paiement, sera ce que l'on appelle dans notre langage retoquée, c'est-à-dire qu'elle sera annulée et les délais seront ramenés aux délais légaux. On aura perdu le client. Cette loi, elle est valable sur l'Europe ou uniquement la France? Alors non, elle est sur l'Europe. Elle est issue du droit européen. Et donc aujourd'hui, elle a été transposée dans tous les États membres. Si je facture un Allemand, j'applique la LMI. Tout à fait. Okay. Donc on va voir le rapport dont je vous parlais. Donc aujourd'hui, alors le rapport sur 2017 n'est pas encore sorti, ils sont pas en avance, mais c'est sensiblement, les chiffres sont sensiblement les mêmes. Alors les causes de retard de paiement. Alors principalement, on va avoir donc des débiteurs en difficulté financière. On peut avoir aussi des litiges qui portent sur des litiges relatifs aux biens ou aux services vendus. On va trouver également l'inefficacité administrative de notre client. Et enfin des retards de paiement intentionnels. Ce sont les 4 causes qui sont identifiées. Alors vous le verrez, je vous ai indiqué le lien à la fin pour consulter le rapport. Pays par pays, vous allez trouver une fiche, voilà, comme je vous l'ai indiqué, sur les comportements de paiement. Donc si vous visez par exemple le marché allemand ou un marché en particulier, vous allez pouvoir trouver des renseignements propres à ce pays. Les conséquences donc des retards de paiement. Donc nous allons avoir bien entendu la perte de revenus, principalement la carence de liquidité, également l'absence de développement de croissance pour l'entreprise qui ne sera pas payée. Et enfin, les impayés peuvent aussi être une menace pour la survie d'une entreprise. Comment je vais gérer mes impayés? Alors, je vais avoir 2 possibilités. On va appeler ça plutôt des niveaux. Dans un premier temps, je vais recourir à ce que l'on appelle le recouvrement amiable. Et en cas d'échec, je mettrai en œuvre un recouvrement judiciaire. Avant tout, il est important de savoir comment je vais choisir mon mode de recouvrement. Alors plusieurs critères vont entrer en jeu. Tout d'abord, le montant de la dette.
qui pour moi est le premier critère. Il est évident que si on a une créance qui est une facture impayée qui est d'un montant de 500 €, alors 500 € c'est une somme, hein, mais néanmoins ce que la procédure va vous coûter, ne serait-ce que même si vous passez par un recouvrement amiable, ce qu'elle va vous coûter en temps et en énergie, ce sera, vous y retrouverez pas. Donc il faut adapter il faut regarder quel est le montant qui est en jeu. Dernièrement, j'ai une entreprise qui m'a sollicité en me disant oui voilà on a une facture, on a plusieurs factures d'un montant total de 6 000 €. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ils voulaient saisir la justice, on va engager une procédure. Ce qui se sont fait balader, si je puis dire. Bon. Et donc ils voulaient engager donc, une procédure d'injonction de payer. On verra par la suite ce que c'est, mais c'est solliciter un juge pour qu'une ordonnance soit prononcée et obtenir un titre exécutoire pour se faire payer. Alors 6 000 €, c'est une belle somme. Néanmoins, lorsqu'on engage un recouvrement judiciaire, sans prendre en compte le temps, l'énergie que vous allez y passer, les frais de justice, donc les frais d'avocat, les frais de procédure, pour 6 000 €, c'est... Voilà. Il faut vraiment peser les enjeux aussi de la relation commerciale. L'importance du client. Alors, il est évident que je ne me comporte pas de la même façon avec un client qui m'a passé une commande une fois et un client que j'ai depuis 10 ans, où il y a une véritable relation de confiance, une relation historique qui me commande de façon régulière. Et enfin, le troisième critère, la fréquence des relations commerciales, c'est-à-dire que je n'agis pas, comme je vous l'indiquais, de la même façon avec un client one-shot ou un client... Bonjour. Ou un client qui me commande, qui m'achète des produits ou des services régulièrement. Donc ce sont 3 critères à étudier lorsque on souhaite choisir un mode de recouvrement. Le recouvrement amiable. Alors on va distinguer 4 moyens, donc la lettre de relance, la mise en demeure de payer, le droit de rétention et le recours à un cabinet de recouvrement. S'agissant donc de la lettre de relance. Donc, tout d'abord, elle doit être envoyée dès lors que vous constatez un retard de paiement. On va l'envoyer, donc on va la rédiger déjà en des termes courtois. Pourquoi ? Parce que c'est la lettre de relance, elle peut aussi pallier l'oubli. Ça peut arriver d'oublier de régler une facture. Donc on contacte son client en lui disant gentiment, cette facture, sauf erreur de notre part, cette facture demeure impayée à ce jour, merci de procéder au règlement. Donc on la rédige, on reste sympathique, on évite d'être agressif dans sa rédaction. On envoie 1 ou 2 lettres maximum. Pourquoi ? Parce que si on envoie 5, 6, 10 courriers de relance, vous perdez en crédibilité. À un moment donné, votre client ne vous prendra plus au sérieux. Donc on envoie 2 lettres maximum. Ce sont des courriers que vous pouvez envoyer en envoi simple. Le recommander vous aurez la preuve que le destinataire l'aura reçu. Néanmoins, quand on reçoit un courrier en recommandé, c'est encore une fois, c'est moins sympathique. Donc, vous l'envoyez en simple, vous pouvez l'envoyer parfaitement par mail. La lettre de relance, elle a la même valeur que si vous l'envoyez en courrier papier. En parallèle, on évite de prendre de nouvelles commandes. Ou alors, si mon client souhaite me recommander mais ne m'a pas payé une facture, on demande un paiement comptant. On évite donc de rentrer dans le cycle des impayés et de continuer à prendre de nouvelles commandes qui pourraient rester en impayé. Voilà pour la lettre de relance. Les lettres de relance, la LME s'applique également sur les lettres de relance C'est-à-dire ? Disons que la date de relance, au 1er janvier, on aurait par exemple jusqu'au 45. Non. La lettre de relance, vous allez lui préciser que
cette facture demeure impayé et vous lui demandez un règlement dans les meilleurs délais. Mais il n'est pas tenu par les délais. Ouais. Le fait de prendre d'autres commandes, je pense que de prendre une autre commande et de ne pas la livrer tant qu'on n'est pas payé sur la première, moi j'ai pratiqué déjà ça, c'est pas mal, hein. C'est bien ça. On applique le droit de rétention. Oui. On prend une nouvelle commande, on applique le droit de rétention. Mais oui. Alors après, le droit de rétention, on le verra, on va le voir juste après, mais c'est un droit qui est assez limité. Vous ne pourrez pas le mettre tout le temps en action, ce droit. Maintenant, dans l'idéal, c'est de ne plus prendre de nouvelles commandes. L'idéal. Après, si, voilà, encore une fois, si c'est un client historique qui vous commande depuis des années, le droit de rétention, dans ce cas-là, dans le cas que vous évoquez, peut être une bonne solution. Parce que le pire, c'est de couper le lien avec le client. Tout à fait. Dans la mienne. La mise en demeure de payer, donc c'est le moyen que l'on va mettre en œuvre après la lettre de relance, la lettre de rappel. Donc la mise en demeure de payer, c'est ce que l'on appelle une sommation de payer. Elle va être exigée par le tribunal lorsque vous allez engager une procédure d'injonction de payer. Concernant sa rédaction, donc on fait la mise en demeure bien entendu par écrit, mais il n'y a aucune mention obligatoire pour que la mise en demeure soit valable. On va l'envoyer donc en lettre recommandée avec accusé de réception. On peut également la faire signifier par huissier. Alors l'huissier là va avoir une valeur, va avoir un effet plutôt une pression morale sur votre client, parce que quand un huissier se présente à notre porte pour nous signifier quel que soit ce qu'il va vous signifier, c'est jamais très agréable. Donc voilà, ça a une valeur plus forte que le recommandé. En cas de contentieux, la mise en demeure de payer va vous servir en fait à prouver la mauvaise foi de votre débiteur, c'est-à-dire la volonté, du moins, de ne pas régler la facture. Et ce qui est très important, c'est que la mise en demeure de payer constitue le point de départ des intérêts de retard. Donc vous devez avoir dans vos CGV ou dans vos contrats des clauses relatives aux pénalités de retard. Oui, tout le monde... Les intérêts de retard ne partent pas à partir du moment, si on a dit 30 jours, un paiement à 30 jours, ces intérêts de retard ne partent pas à partir du 21e jour. À l'échéance, merci. Alors, en droit français, parce que je ne peux pas faire un état de tous les droits, mais en droit français et dans la majorité des pays européens, on exige qu'une mise en demeure de payer soit effectuée avant que les intérêts de retard commencent à courir. Donc voilà pour la différence entre la lettre de relance et la mise en demeure, c'est uniquement la forme et la forme de notification qui va changer. Mais la mise en demeure, elle est faite par nous ou par l'huissier ? Alors la mise en demeure, vous pouvez la faire vous, le créancier. Vous pouvez également la faire par un huissier. Comme je vous l'ai indiqué, ça aura une valeur, une pression morale sur votre débiteur. Néanmoins, ça vous coûtera plus d'argent. Le droit de rétention. Alors le droit de rétention, c'est un moyen de pression qui va vous permettre, en tant que vendeur, de refuser, donc de livrer ou de restituer à votre client un bien tant qu'il n'a pas été payé des sommes dues. Donc comme on l'évoquait tout à l'heure, mon client ne m'a pas payé une première facture, il me repasse une nouvelle commande qui, celle-ci, la seconde, va être réglée. Je peux refuser de lui livrer la marchandise tant qu'il ne m'aura pas payé la première facture. Et du coup, le droit de rétention peut s'appliquer seulement une fois qu'on a reçu la mise en demeure de payer. Alors, non, il n'y a pas de... la mise en demeure n'est pas une étape obligatoire. Vous pouvez exercer le droit de rétention sans l'avoir mis en demeure de payer. Après, c'est plutôt une chronologie logique, en fait, si vous voulez. Vous allez commencer par lui rappeler gentiment avec une lettre de rappel. Voilà, il y a une facture impayée. La mise en demeure, ce sera surtout exigé, comme je vous le disais, en cas de... si vous souhaitez engager une procédure judiciaire. La limite donc du droit de rétention va être le créancier, donc le vendeur, ne va pas pouvoir vendre donc les produits, voire même se servir de ceux-ci.
et il a même une obligation d'en prendre soin. Dans le cas où un dommage interviendrait sur un produit acheté par votre client sur une deuxième facture, il aura la possibilité donc d'engager une procédure devant un juge pour récupérer le bien que vous aurez endommagé. Quatrième possibilité, le recours à un cabinet de recouvrement. Donc, les cabinets de recouvrement ont vocation donc, à effectuer les relances et mises en demeure pour le compte donc, du vendeur. Ces cabinets n'ont aucun pouvoir coercitif. Il est important de le préciser parce que très souvent, les entreprises ont l'impression que finalement, de passer par un cabinet de recouvrement, ils ont plus de pouvoir que vous. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, la seule différence avec vous, entreprise, c'est qu'ils maîtrisent les règles et que c'est leur boulot. C'est la seule différence. Vous avez aujourd'hui, de plus en plus, des cabinets de recouvrement qui ne vous factureront uniquement dans le cas où ils seront parvenus à faire payer votre client. En cas d'échec, vous ne serez pas facturé. Donc c'est une méthode qui peut être efficace, néanmoins, j'ai plutôt tendance à la déconseiller si vous souhaitez préserver la relation commerciale. Parce que, alors pour accompagner au quotidien des entreprises en matière de contentieux, voilà, je peux vous dire que quand un cabinet de recouvrement s'acharne sur votre client, ça peut être 10 appels par jour, des courriers, c'est un véritable harcèlement. Donc voilà, sachez que si vous faites appel à leur service, ça peut mettre en danger la relation de confiance, la relation commerciale, tout simplement, que vous pouvez avoir avec votre client. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion, ça s'est bien passé? Oui, on a dit qu'on externalisait en fait les relances de paiement. D'accord. Il y avait 350 000 € dehors. J'arrivais dans la société. Est-ce qu'on doit avertir notre client qu'on fait un droit de rétention? C'est mieux quand même. C'est mieux, pourquoi? Encore une fois, l'idée c'est de préserver... Mais si on enlève ce côté je préserve, légalement parlant, est-ce qu'on a une obligation de dire au client j'applique mon droit de rétention? Alors légalement non, vous n'avez pas d'obligation de le prévenir. Maintenant, voilà, si on veut l'effet pression, c'est mieux de l'informer, comme ça il sait que... Parce que vous allez créer une incompréhension, en fait, votre client, lui, s'il faut, il ne connaît même pas le droit de rétention. Il ne va pas comprendre pourquoi vous n'allez pas le livrer. Donc c'est mieux, c'est quand même mieux de le... par courtoisie et aussi, effectivement, pour créer un effet de pression sur le client. Le recouvrement judiciaire. Alors nous allons voir donc 4 possibilités. La procédure nationale, alors là je vais évoquer la procédure française. On verra ensuite, il existe 3 types de procédures européennes qui ont été créées par l'Union européenne. Donc qui sont l'injonction de payer, la procédure donc, de règlement des petits litiges et la toute dernière, donc qui date de 2017, la procédure de saisie conservatoire sur le compte bancaire de votre débiteur. Alors la procédure nationale, donc la procédure nationale effectivement est propre à chaque pays. Elle aura vocation à s'appliquer dès lors que le contrat va désigner la loi nationale comme loi applicable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre contrat, dans vos conditions générales de vente, quand je dis dans vos conditions générales de vente, entendez contrat. Parce que très souvent la question que l'on me pose c'est j'ai des conditions générales de vente, mais est-ce qu'il faut aussi que j'ai un contrat? Vos CGV sont le contrat avec votre client. Donc dans vos CGV, vous allez avoir une clause qui va désigner le droit applicable. Vous, en tant qu'entreprise française, vous avez tout intérêt à ce que ce soit la loi française et le juge français qui soit compétent en cas de litige. Pourquoi? La première des raisons, c'est que tout d'abord, le droit français est le droit de votre pays, le droit que vous êtes censé le mieux maîtriser. Et la deuxième raison, c'est que une juridiction sera toujours plus favorable à une entreprise ressortissante du pays qu'à une entreprise étrangère. Par exemple, si vous allez vous faire juger par un tribunal chinois sous la loi chinoise, voilà, vous avez peu de chances, statistiquement parlant, d'obtenir gain de cause. Donc, privilégiez la loi française et le juge français.
En France, donc, nous avons une procédure donc, qui est celle de l'injonction de payer, qui est une procédure qui est relativement rapide et peu onéreuse. Donc les frais sont de l'ordre de 40 € à peu près. Donc ça peut être une première étape. Elle va vous permettre d'obtenir ce que l'on appelle un titre exécutoire sans avoir besoin de vous faire représenter par un avocat. Donc les frais de représentation, vous n'en avez pas. Cette procédure est utilisable que ce soit avec un professionnel ou avec un consommateur. En Europe, on a chaque pays a des procédures semblables à l'injonction de payer française. Les frais varient un petit peu, mais vous allez retrouver des schémas ressemblants. Les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat, si en fait la commande est liée avec les conditions générales d'achat qu'on n'a pas dénoncées, on est lié à ces conditions générales d'achat par rapport à la condition générale de vente. Alors, en Europe, on a une jurisprudence qui accorde une valeur supérieure au CGV. Donc, c'est-à-dire, même si vous n'avez pas dénoncé les CGA, les CGV, dans la mesure où vous les avez communiqués à votre client, ce sont les CGV qui seront applicables. En droit anglo-saxon, donc par exemple si vous avez des clients américains, aux États-Unis, le principe est que le dernier qui a parlé a raison. C'est-à-dire le dernier qui a envoyé sa version, qui n'a pas été contestée, sera la version retenue. Voilà. Aux États-Unis. Ça, je pensais que c'était valable aussi en France. Donc c'est qu'aux USA ou c'est comme ça? Oui. Sinon... En Europe, ce sont les CGV qui priment sur les CGA. Alors effectivement, cette question revient régulièrement, enfin cette remarque plutôt. Lorsque vous êtes une PME et que vous signez avec un grand compte, effectivement, lorsque vous allez lui communiquer vos CGV, elles ont forte chance d'être écartées et on va vous communiquer des CGA. Vous allez avoir peu de pouvoir pour lui faire modifier ces CGA, donc c'est soit vous vous soumettez effectivement à leurs conditions d'achat, soit vous ne signez pas. Là, j'ai pas beaucoup de solutions à vous apporter, c'est la loi du plus fort. Mais voilà, les CGV ont une valeur supérieure aux CGA. Quand les CGV soit sont donnés à l'initiative au début de la relation, soit elles sont données par exemple à chaque offre de prix, et donc elles sont supposées être acceptées, en tout cas elles sont communiquées de cette manière. Alors les CGV, alors déjà on va différencier en B2B et en B2C. En B2B, les CGV ont pour obligation d'être portés à la connaissance de votre client. Je vous indique le vocabulaire de la jurisprudence. Porter à la connaissance, ça veut dire votre client doit en avoir connaissance au moins une fois. Le conseil que nous donnons aux entreprises, c'est lorsque vous faites un devis à votre client ou une offre, au dos de votre devis, vous y apposez en fait vos CGV. Ce qui va vous permettre d'écarter l'argument de votre débiteur qui dira non mais moi je n'ai jamais eu connaissance des CGV, elles ne m'ont jamais été communiquées donc elles ne sont pas applicables. Là ce procédé vous permet en fait de vous protéger, elles auront été communiquées au moins une fois. Même si elles ne les ont pas signées. Elles n'ont pas pour obligation d'être signées. Voilà. Effectivement elles doivent être communiquées lors du début de la relation commerciale. On évite de communiquer les CGV lorsque la marchandise est livrée parce que c'est trop tard. En fait. Voilà. Alors, on les avant que la vente ne soit conclue. On les par contre, s'il y a eu des ventes pendant un laps de temps et qu'il y a une autre vente qui se fait suite à une offre de prix, le prix plus CGV. Oui. Si vos CGV n'ont pas été modifiés, n'ont pas évolué entre la première et la deuxième commande, vous pouvez simplement sur le deuxième devis, indiquer que les CGV applicables sont celles qui ont été communiquées. Si elles n'ont jamais été communiquées, on commence à les communiquer à partir d'un certain moment. Elles restent valides. Alors, elles seront valables à partir du moment où vous les aurez communiquées. Donc, si pour la première commande, vous ne les avez pas communiquées, elles ne seront pas applicables. Pour la première commande. Pour la première commande. En revanche, pour la deuxième et les commandes ultérieures, là, elles le seront.
Donc là, comme je vous l'indiquais, on a des procédures européennes. Donc depuis 2006, ce sont des procédures qui ont été créées justement voilà, dans le but de, encore une fois, de réduire les situations d'impayés. Alors pour la première, donc, que l'on appelle la procédure européenne d'injonction de payer, donc elle sera applicable uniquement aux seuls litiges transfrontaliers. C'est-à-dire que le vendeur doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre A et le débiteur doit être situé dans un État membre B. C'est-à-dire lorsque vous êtes une entreprise française, votre client doit être situé dans un autre État que la France. Vous ne pouvez pas l'engager à l'encontre d'un client français. Cette procédure est applicable donc, dans tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark qui n'a pas souhaité, ce n'est pas une procédure obligatoire, donc le Danemark n'a pas souhaité accepter cette procédure. Elle peut être utilisée quel que soit le montant de la facture, quel que soit le montant de la créance. Les conditions relatives donc, à la créance, donc il n'y a pas de montant minimum. Elle vise les créances donc, d'origine contractuelle et pécuniaire en matière civile et commerciale. La créance doit être liquide et exigible, surtout ça, à la date à laquelle vous allez introduire la demande. Concernant la compétence du tribunal qui va statuer sur votre demande, donc, le tribunal compétent sera celui de l'État membre où votre client à son domicile ou son siège social pour les personnes morales. Cette procédure, pour y recourir, vous devez, je vous ai indiqué les liens à la fin de la présentation, remplir un formulaire qui est disponible sur le site de la Commission européenne. Je vous ai indiqué le lien, mais vous tapez procédure injonction de payer européenne, vous allez tomber tout de suite sur le site de la Commission. Le formulaire est disponible dans toutes les langues de l'Union européenne. Et il doit être rempli néanmoins dans la langue du pays que vous allez saisir, enfin, du tribunal du pays que vous allez saisir. Si vous saisissez le tribunal espagnol, vous rédigez le formulaire en espagnol. Je vous rassure tout de suite, c'est les éléments qui vous sont demandés. Le formulaire fait 4-5 pages. Ça va être voilà, votre identité, l'identité de votre client, le montant de la créance en jeu, depuis quand elle est exigible. Vous allez avoir une partie où vous allez devoir résumer très brièvement le contexte de la relation commerciale. Je veux dire par là que la traduction est limitée. Si voilà, vous engagez une procédure en Slovénie, vous parlez peut-être pas slovène, la traduction, vous pouvez, via les outils de traduction disponibles sur Internet, même si je vous encourage surtout pas à faire du Google Trad pour traduire un contrat. Pour ce type, en tout cas, de formulaire, vous pouvez vous en servir. Ça veut dire quoi une liquide ? Alors, une créance liquide, c'est une créance en fait qui aura une valeur pécuniaire. C'est-à-dire que c'est une somme d'argent. C'est pas des parts de société. Voilà. D'accord. La deuxième procédure, donc, qui est celle donc, de règlement des petits litiges, donc, qui est également applicable depuis 2006. La même condition, elle sera applicable uniquement aux litiges donc, transfrontaliers. Elle est applicable, encore une fois, dans tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark. Et elle est utilisable en B2B et en B2C. Les conditions relatives à la créance. On va trouver ici un montant maximal. Donc la créance ne doit pas dépasser 5 000 € hors intérêts, frais et dépôts. Également, la créance doit être d'origine civile et ou commerciale. Lorsqu'on parle de créance d'origine civile, on vise ici en fait le cas d'un contrat conclu avec un consommateur. Lorsqu'on parle de civil, c'est lorsque je conclue avec un consommateur. Lorsque je parle de commercial, d'une créance commerciale, c'est lorsque j'ai un contrat avec un professionnel. Le tribunal compétent pour cette procédure va être celui, vous avez deux possibilités, soit le tribunal du domicile de votre client, de votre débiteur, soit le tribunal du lieu de l'exécution du contrat
ou du lieu du fait dommageable ou du lieu de situation de l'immeuble. Je prends un exemple. Vous faites un cabinet d'architecte, vous faites une prestation sur un immeuble qui est situé en Italie. Malgré le fait que votre contrat désigne la loi française pour le règlement des contentieux, dans la mesure où le bâtiment sur lequel vous aurez réalisé la prestation est situé en Italie, vous avez la possibilité de saisir le tribunal italien. Comme la première procédure, donc c'est une procédure qui vous pouvez y recourir par le biais d'un formulaire. Pour ces deux procédures donc, que je viens de vous indiquer, vous n'avez aucun élément de preuve à fournir au juge, c'est-à-dire vous allez uniquement envoyer dans un premier temps le formulaire. Ce n'est que dans un second temps, si le juge qui est saisi du contentieux vous demande donc des éléments de preuve, que vous allez devoir les fournir. Mais voilà, vous n'avez pas besoin d'envoyer les échanges, les bons de commande, les devis signés, etc. Le taux de réussite de ces procédures est relativement élevé. Alors, j'ai pas de statistiques à vous donner pays par pays, mais les procédures européennes sont relativement efficaces et rapides. Vous avez, alors pour la première procédure, donc pour celle donc l'injonction impayée, c'est 30 jours à compter de la demande. Et vous avez les avantages, c'est qu'elle est relativement peu coûteuse. Les frais d'enregistrement de cette procédure, donc qui sont propres à chaque pays de l'Union européenne, sont peu élevés. Alors de mémoire, dernièrement, j'ai accompagné une entreprise au Portugal et les frais étaient de l'ordre de 150 €. Pour celle-ci, pour les petits litiges, là vous avez plusieurs tribunaux qui peuvent être compétents. Mais encore une fois, ça doit être ceci. Donc soit là où, le lieu où est exécuté le contrat, donc ça va être par exemple là, le lieu où vous livrez la marchandise. S'il y a eu un dommage, par exemple vous livrez la marchandise par voie terrestre, elle part de la France, elle va en Slovénie en passant par l'Italie. Si un dommage se produit en Italie, vous avez la possibilité de saisir le tribunal italien dans ce cas-là. Il faut, vous avez au choix, c'est à vous de saisir. Alors après, votre choix, il peut se faire en fonction des frais d'enregistrement. Vous regardez les frais les moins élevés, la langue qui est utilisée. Vous pouvez aussi regarder, ça peut vous aider à faire le choix de la juridiction. Quatrième procédure, donc, qui est celle donc, de saisie conservatoire sur le compte bancaire. Donc cette procédure a pour objectif d'empêcher votre client, votre débiteur, de vider son compte en banque avant en fait, qu'il ne soit obligé par une décision de justice à payer une dette. Cette procédure est très récente, elle est rentrée en application en janvier 2017. Donc moi personnellement je n'ai pas eu l'occasion de travailler dessus. Viviane non plus, donc on n'a pas de retour d'expérience à vous donner, notamment sur l'efficacité. Elle est toute nouvelle, donc on n'a pas encore assez de recul. Néanmoins, cette procédure est applicable, encore une fois, dans tous les États membres de l'Union européenne, sauf au Danemark et au Royaume-Uni, qui devaient sentir que elle allait partir. Comme dans les premières procédures, votre client doit avoir son siège social ou son domicile dans un autre État membre que la France. La créance en jeu doit être encore une fois d'origine civile et ou commerciale. Et alors, le compte bancaire sur lequel la procédure de saisie va être effectuée doit être tenu dans un autre État membre que celui du vendeur, donc du créancier, ou du tribunal devant lequel la procédure a été introduite. Que ce soit un compte bancaire privé ou commercial? Oui. Là, c'est fini, on n'a plus de relation avec le client. Là, non.
Là, c'est mort. De toute façon, dès que vous allez passer par une procédure judiciaire, la relation va être quand même mise en danger. C'est pour ça qu'il vaut mieux, dans votre clause, donc dans vos CGV, dans votre contrat, je vous invite à prévoir dans la clause de règlement des litiges que dans un premier temps, lorsqu'il y aura un litige sur l'interprétation ou l'exécution du contrat, de prévoir une tentative de résolution à l'amiable. Ce qui oblige en fait les parties à contacter, à se mettre en relation pour essayer de trouver à l'amiable un terrain d'entente. C'est une médiation ? Alors, la résolution à l'amiable, c'est pas de la médiation, c'est avant, ça va être des discussions. Voyez, on va essayer de trouver, on va essayer de se réconcilier. Il y a un cadre particulier ? Non, là il n'y a pas de forme, il n'y a pas de forme imposée. La médiation, comme l'arbitrage, ce sont des modes, ce qu'on appelle alternatifs de résolution des litiges. Vous avez la possibilité, alors je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent avec l'Asie. D'accord. Alors, en Asie, ce qui est pratiqué dans les contrats, c'est effectivement de prévoir dans un premier temps une médiation, où donc c'est un tiers neutre qui va venir statuer sur le litige et essayer en fait de réconcilier les parties. Et ce n'est qu'en cas d'échec de la médiation qu'on va recourir soit à de l'arbitrage, soit à un tribunal étatique. C'est une procédure qui a des avantages, mais aussi des inconvénients. Les avantages, c'est que elle est rapide, elle sera beaucoup plus rapide qu'une procédure judiciaire. Et aussi, elle est confidentielle. Alors, même si vous n'êtes pas en tort, entre guillemets, dans la situation, c'est jamais très bon de faire parler de soi dans les médias. Donc, elle est purement confidentielle, la procédure. En revanche, l'inconvénient, c'est que elle est relativement coûteuse dans la mesure où vous devez rémunérer les arbitres. Chose que vous ne devez pas faire lorsque vous saisissez un juge étatique, vous ne rémunérez pas le juge du tribunal de commerce. Selon la cour arbitrale que vous allez saisir, vous allez avoir des honoraires d'arbitre qui vont être différents. C'est un procédé qui est efficace mais qui doit être adapté au litige que vous avez. C'est-à-dire si le litige, la somme en jeu de la facture impayée n'est pas très importante, ça ne sert à rien en fait de recourir à de l'arbitrage. Il faut que vous y retrouviez entre les frais d'honoraires et ce que vous allez pouvoir récupérer. Ce que je conseille aux entreprises sur l'arbitrage, c'est de prévoir en fait une clause d'arbitrage modulée, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que vous allez prévoir que pour un litige inférieur à telle somme, le litige sera porté devant une juridiction étatique, donc devant le tribunal de commerce, si vous êtes avec un professionnel. Et dans le cas où le litige serait supérieur à telle somme, donc là, à partir du moment où les frais sont rentables, les honoraires deviennent rentables, le litige sera porté devant une cour arbitrale. Ce qui vous laisse la possibilité en fait de choisir, d'adapter votre mode de résolution des litiges en fonction de la valeur du contentieux. Notamment donc pour les personnes qui travaillent avec l'Asie, ce qui peut vous permettre de gagner un tour dans les négociations. Alors il faut savoir que les entreprises asiatiques n'apprécient guère les juridictions européennes, une certaine réticence vis-à-vis des systèmes juridiques européens, et ce sera très difficile de signer avec une entreprise chinoise, japonaise, singapourienne et de lui faire accepter et la loi française et le juge français. Donc afin de gagner un tour dans les négociations et de lui montrer aussi que vous vous adaptez à ces pratiques, c'est de lui proposer tout de suite de l'arbitrage. Vous pouvez parfaitement proposer la SEC ou une cour arbitrale, ce qui permet en fait de lui dire moi j'accepte tout de suite, je te propose l'arbitrage de Singapour, néanmoins sur d'autres points, ce qui vous permet d'essayer de trouver un terrain d'entente plus fait. Exactement, voilà. Alors, on a vu comment on allait gérer les impayés. Maintenant, l'idéal, c'est de les prévenir dans la mesure du possible.
Alors, trois grands axes. Donc, tout d'abord, il est important de structurer chacune de vos relations commerciales. Je ne vais pas contractualiser de la même façon avec un client qu'avec un fournisseur ou encore un sous-traitant. Chaque partenaire commercial doit être identifié et vos modes de fonctionnement, votre process contractuel doit être propre à la personne avec qui vous signez. Contractualiser. Donc le contrat entre professionnels n'est pas obligatoire, n'est pas obligatoirement par écrit, néanmoins il est vivement conseillé. Alors en tant que juriste en droit des contrats, moi je suis convaincue de l'efficacité du contrat. Quand vous faites, que ce soit même sans parler d'international, dès lors que vous avez une relation commerciale, il faut contractualiser. Pourquoi ? Parce que déjà, la première des raisons, c'est que ça va permettre de poser sur une feuille les droits et les obligations de chacune des parties au contrat. Qui sont les parties identifiées dans ma relation contractuelle, dans ma relation commerciale, qu'est-ce que je vends, comment je le vends, quel est mon mode de fonctionnement, en cas de voilà, par exemple de défaut sur la marchandise, quelles sont les responsabilités de chacune des parties au contrat, dans quel cas l'exécution de mon contrat peut être suspendue, par exemple pour cas de force majeure, l'exécution du contrat peut être suspendue. Quel est le droit qui va venir régir mon contrat? Quelle est la juridiction? Quel est le juge qui va être compétent pour statuer? Voilà, ce sont autant d'éléments qui doivent structurer, qui doivent encadrer une relation commerciale. Donc ça, c'est la première raison, voilà, c'est ça. Donc le faire par écrit, parce que très souvent, les entreprises me disent « Oui, mais c'est bon, enfin, c'est un ami ». Ça, c'est très récurrent. C'est un ami, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Je ne vais pas lui faire signer un contrat. C'est quand même pas très sympa au bout de 10 ans lui faire signer un contrat. Alors, effectivement, quand on commence une relation commerciale, le contrat, on essaie de le faire le plus tôt possible. Hein. On évite de commencer... alors, je comprends, vous êtes pris des fois par le temps et vous commencez, vous livrez la marchandise et il n'y a pas eu de CGV signé, il n'y a rien eu. Il faut régulariser le plus rapidement possible, envoyer le contrat le plus vite possible. La confiance, c'est bien, c'est primordial dans une relation commerciale. Néanmoins, ça peut avoir ses limites. Tant que tout va bien, tant qu'il n'y a pas de litige, tant que tout le monde y voit un intérêt, ça ne pose pas de difficulté. En revanche, dès qu'il y a un problème, tout de suite, là, on n'est plus amis. L'ami qu'on connaît depuis 10 ans, finalement, on n'est plus amis avec lui. Donc, on apprend l'état de la nature humaine. Exactement. Mais afin de prévenir l'état de la nature humaine, le contrat peut être une solution. Et donc le contrat, c'est la preuve des engagements de chacune des parties. Ça peut vous servir, vous, pour engager une procédure à l'encontre de votre client, mais aussi pour vous défendre. Vous pouvez aussi être en position de défense et pas en position d'attaque. Et la troisième raison, c'est que être structuré juridiquement, avoir un process contractuel, c'est aussi un gage de crédibilité à l'égard de vos clients, à l'égard de vos investisseurs. Un investisseur, lorsqu'il va s'intéresser à votre produit, par exemple, il va regarder certes sa viabilité sur le marché, ce que le produit peut donner, mais il va aussi regarder comment vous êtes structuré juridiquement. Si vous arrivez devant un prospect avec un contrat, tout est bordé, le cadre juridique de la relation commerciale et tout est bien bordé, ça inspire quand même beaucoup plus confiance et crédibilité vis-à-vis de la personne que vous avez en face. Donc voilà les 3 arguments que je peux vous donner. Je pourrais vous donner une longue liste, mais enfin voilà, le but du contrat va être vraiment de vous sécuriser. Très souvent, encore une fois, l'argument qui revient, c'est oui, mais le contrat, il nous empêche de signer des affaires. Le contrat, ça nous ralentit. Le contrat, c'est un obstacle. Il faut vraiment mettre cette idée de côté. Le contrat est là, c'est un matelas de sécurité. C'est une sécurité avant tout. Et le contrat n'est pas là pour freiner. C'est souvent des projections, parce qu'on manque de connaissances. Oui. Manque de connaissances, manque d'habitude, donc on imagine que...
Et par exemple, pour les CGV, vous conseillez de vous adresser à qui? Est-ce qu'on peut les pêcher sur Internet et faire un melting pot? Alors, j'allais justement y venir dans ce troisième point. Alors, les CGV, les CGV ou les contrats, que ce soit un contrat de distribution, l'agent commercial, tout type de contrat, je vous conseille de vous faire votre propre contrat. Pourquoi ? Parce que votre contrat, il doit être adapté à qui vous êtes, à ce que vous faites, au marché que vous visez, à la clientèle que vous visez. Je ne contractualise pas de la même façon avec un professionnel ou avec un consommateur. Avec un consommateur, j'ai le droit de la consommation qui vient s'appliquer et donc j'ai toute une série de clauses à intégrer dans mes CGV. Donc je ne contracte pas de la même façon. Je ne vais pas contracter de la même façon si je vends un produit ou si je vends un service. Je ne vais pas contracter de la même façon avec un partenaire par exemple asiatique, avec un partenaire japonais, comme je vais contracter avec un partenaire brésilien ou africain. On s'adapte à la pratique des affaires de chaque pays, donc mon contrat doit être lui aussi adapté. Concernant donc les CGV ou les contrats en général, vous avez de nombreux modèles qui circulent sur Internet, parfois gratuits, parfois payants. Le fait qu'ils soient payants n'est pas forcément un gage de qualité. Les modèles, moi j'ai tendance à vous déconseiller de les utiliser parce que déjà sur Internet vous trouvez tout et n'importe quoi. Vous pouvez aller vous en inspirer pour voir comment l'ordonnancement général d'un contrat, qu'est-ce que doit contenir par exemple les CGV, quelles sont les clauses principales. Alors sur ce point-là, je peux vous donner des trames de contrat, donc qui vont vous détailler le déroulé de chacun des contrats, quelles sont les clauses que vous devez retrouver. Néanmoins, voilà, ce ne sont que des trames, c'est-à-dire qu'encore une fois, la trame doit être adaptée à votre business. Et en l'occurrence, par qui? Alors, soit vous en sentez capable et vous rédigez vous-même le contrat, ou les CGV, soit vous faites appel à un cabinet d'avocats, soit vous avez également d'autres opérateurs économiques comme les chambres de commerce. Alors nous, au sein de la CCI Paris-Île-de-France, nous avons un agrément ministériel qui nous permet de rédiger des contrats. Alors il faut savoir que rédiger un contrat en France, ça fait partie d'une profession réglementée, donc on ne peut pas, moi demain par exemple, en étant juriste, je ne peux pas me mettre à mon compte et rédiger des contrats. C'est totalement interdit. Néanmoins, ça se fait. Aujourd'hui, par exemple, quand vous créez un site e-commerce, vous allez voir un développeur, ils vont vous proposer et de vous créer, de vous développer le site et de vous faire des CGV. Alors, c'est vraiment deux métiers distincts. C'est-à-dire que le juriste ou l'avocat, son boulot, c'est de rédiger les contrats. Le développeur, c'est un autre métier. Je vous dis ça parce que très fréquemment, on a des entreprises qui arrivent avec des CGV en disant « mais c'est bon, c'est mon développeur qui m'a fait ça ». Et à des sommes astronomiques en plus de ça, vous allez payer, ils vous demandent un prix fou alors que le document est minable si je puis dire, ils vous protègent absolument pas. Donc soit vous faites appel à des professionnels du droit, soit nombreuses entreprises, très souvent on nous dit on n'a pas le budget pour rédiger un contrat. Nous dans le cadre du réseau européen, on vous propose une prestation de relecture de contrat. C'est une prestation qui est subventionnée par l'Union européenne, c'est-à-dire qui est gratuite pour l'entreprise, puisque le fonctionnement de notre réseau, c'est que la Commission européenne en fait verse des fonds à ses partenaires pour que nous conseillers, que ce soit des conseillers donc juridiques, financement ou partenariat, on vous délivre de la prestation gratuitement. La seule contrepartie qui vous est demandée, notamment sur le juridique, c'est de nous remplir en fait un questionnaire à la fin de la prestation qui nous permet de mesurer l'impact de notre prestation sur votre activité et qui nous permet par la suite de justifier de notre travail auprès de la Commission européenne pour qu'elle continue de nous financer. C'est une relecture. C'est une relecture. Alors c'est une relecture, c'est-à-dire vous nous envoyez votre contrat et on fait des annotations en marge du document qui vont servir en fait à mettre des alertes, c'est-à-dire à mettre des signaux d'alarme sur les points sur lesquels vous n'êtes pas sécurisé, lorsque vous êtes en dehors du cadre légal, lorsque il n'y a peut-être que vous qui comprenez la clause, parce que très souvent alors le contrat il est rédigé en des termes très techniques, sauf qu'il ne faut pas oublier que lorsque le juge qui est saisi du contrat statue dessus,
personne ne connaît mieux que vous votre business. Le juge, ce n'est qu'un tiers à la relation commerciale et le contrat doit être aussi mis à la portée du juge, même si aujourd'hui on a des juges qui sont de plus en plus spécialisés. Par exemple, vous avez des juges dans l'aéronautique, dans la défense, dans l'agro, etc. Il faut garder à l'esprit que voilà, vous êtes mieux placé que quiconque pour connaître votre contrat. Néanmoins, le juge, lui, le connaîtra beaucoup moins. C'est ouvert même à des indépendants ou d'entrepreneurs, choses comme ça. La prestation de relecture, le réseau, oui. On accompagne aussi les porteurs de projets. Alors notre cible effectivement principale sont les TPE-PME. Aujourd'hui, on a de plus en plus de grands groupes qui nous sollicitent. Alors, c'est pas notre vocation. On n'est pas là pour accompagner les grands groupes. Toujours pareil, hein. C'est le qui rafle, les subventions. Non, alors très souvent, ce qui est assez contradictoire finalement, c'est que elles vont notamment, c'est souvent le cas sur des problématiques fiscales, des problématiques de TVA, comment elles facturent la TVA, puisque quand vous avez un redressement fiscal pour facturation de TVA, mauvaise facturation de TVA, ça peut coûter très cher au final. Notamment lorsque vous oubliez sur une facture une mention obligatoire, vous avez 1000 factures où il y a 1000 fois la mention obligatoire qui est oubliée, eh bien l'amende sera multipliée par 1000. Donc au final, ça peut faire des notes salées. Donc très souvent, voilà, ils nous sollicitent sur des facturations de TVA. Alors ils ont en parallèle leur conseil qui paie déjà un sacré prix, et ils vont nous solliciter à nous. Nous on appelle ça c'est la ceinture et les bretelles. Voilà. Ils ont besoin d'être rassurés. Maintenant, on n'a pas de critères. Nos portes ne sont pas fermées si on a un grand groupe qui vient nous voir. Donc pour terminer, vous ne pourriez pas les facturer? Alors, dans le cadre. Vous avez l'interdiction de facturer vos prestations? Dans le cadre du réseau EEN, nous, au niveau de la CCI Paris-Île-de-France, on ne facture pas. Il y a certaines prestations, si on n'a pas la compétence ou si on juge que ça sort de notre champ d'action, il y aura une possibilité de facturation, ou alors on n'hésitera pas à vous dire non, on n'est pas compétent, dirigez-vous vers un cabinet d'avocats. Notamment pour les contrats. On va relire, on va faire les relectures des contrats internationaux qui sont régis par la loi française. Pourquoi ? Parce que même si on est juriste en droit international, il est évident que je connais bien moins le droit chinois, par exemple, qu'un juriste chinois pourrait le connaître. Donc on va vous donner des observations générales sur la structure, la forme de votre contrat, mais après le contenu, l'essence même du droit, on ne pourra pas vous aiguiller. Donc on peut vous mettre en relation avec nos bureaux, sachant qu'il y a des pays où le droit est plus ou moins ouvert. Nous, en France, par exemple, si vous souhaitez consulter notre code de commerce, peu importe, vous êtes une entreprise américaine, vous souhaitez consulter le code de commerce français, vous y avez accès. Néanmoins, si vous voulez consulter le code de commerce chinois, c'est plus délicat parce que le droit est beaucoup plus fermé, donc il n'est pas accessible pour nous. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas vous accompagner, c'est qu'on n'a pas les ressources suffisantes. Donc pour les contrats, on évite d'aller prendre des modèles, même si ça peut vous aider. Surtout, on évite d'aller faire du copier-coller à droite à gauche, d'aller piocher à droite à gauche des clauses que je peux voir, que ce soit chez mes partenaires ou chez un ancien partenaire ou chez des concurrents. Pourquoi ? Parce que alors déjà, la première des raisons, c'est que ça ne correspondra absolument pas à ce que vous faites. Ce n'est pas le mode de fonctionnement de votre partenaire ou de votre concurrent n'est pas forcément le vôtre. Donc juridiquement, ça ne vous protégera pas. La deuxième raison, c'est que on a en Europe un courant qui va en fait dans le sens on encourage les entreprises à se protéger juridiquement et à se structurer, notamment par des contrats. Donc on a aujourd'hui une infraction lorsque vous allez copier des conditions générales de vente, par exemple, d'un concurrent, que celui-ci s'en rend compte, il peut vous poursuivre pour concurrence déloyale ou parasitisme. Donc au final, vous allez être ni être protégé juridiquement, mais en plus ça va vous coûter cher si ça peut vous mettre en danger. Donc les solutions que je peux vous apporter, c'est de vous fournir des trames de contrat.
vous rapprocher professionnels du droit, parce que bon, s'il y a des juristes en droit des contrats, c'est que c'est un métier quand même d'écrire un contrat. Donc rapprochez-vous de professionnels qui peuvent vous accompagner. Et donc comme je vous l'indiquais, au sein de la CCI Paris Île-de-France, donc nous avons un agrément. Donc notre prestation, nous, de formalisation de contrat est basée sur une facturation journalière. Donc notre tarif est de 850 € hors taxe par jour de travail. En fonction de la complexité du document contractuel que vous souhaitez, c'est un tarif qui est amené à évoluer. Pour vous donner un ordre d'idée, sur des conditions générales de vente, on va être entre 1 à 2 jours grand maximum. Si vous avez un schéma contractuel très complexe, avec, et je vous garantis que ça existe, il y a des choses, des fois, les entreprises, vous avez une imagination assez débordante, donc parfois on a des schémas qui sont très complexes à mettre en œuvre, parce qu'il y a ce que vous souhaitez faire et ce que le droit permet de faire. Donc nous, on est là pour essayer de concilier deux. Donc pour des conditions générales de vente, on va être sur 2 jours grand maximum, sachant que dans la mesure où vous êtes sur de l'international, on a la possibilité de faire entrer une partie des entretiens dans le cadre du réseau. Donc si par exemple j'estime que le temps de travail est de 1 jour et demi, on prendra une demi-journée dans le cadre du réseau, donc il ne sera pas facturé et on vous facturera qu'1 jour. Pour bien comprendre, vous faites de la relecture et de l'information, vous orientez, vous débuguez un contrat ou des CGV gratuitement. Par contre, vous les écrivez aussi, et dans ce cas-là, voilà. Payant. On a les deux prestations, la prestation de relecture dans le cadre du réseau européen et la prestation de formalisation. Formalisation, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, ça c'est notre terminologie, c'est-à-dire que c'est de la rédaction. C'est de la rédaction de contrat, mais on parle de... Vous partez de rien. Alors, soit vous venez nous voir en nous disant, voilà, nous on a un contrat, ça fait des années qu'on travaille sur cette base, est-ce que vous pouvez la regarder et voir, voilà. Soit la base est exploitable et on peut en tirer quelque chose, et du coup on repart de votre base existante pour, voilà, soit on repart d'une feuille blanche. C'est une prestation donc, qui se décompose en 3 temps. Premier temps, c'est un diagnostic. Donc on vous reçoit dans nos bureaux, donc nous sommes basés à Nanterre, dans les locaux de la CCI 92. On vous reçoit, donc on peut faire ça par téléphone aussi, parce qu'effectivement, c'est quand même pas à côté du 92. On peut faire ça par téléphone ou par Skype, effectivement. C'est un diagnostic qui va nous servir en fait à poser ensemble votre schéma contractuel à plat, évaluer tous les risques juridiques que la relation commerciale que vous envisagez peut soulever. Et donc ça c'est la première phase, donc c'est une phase qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps nécessaire en fait, parce que très souvent quand l'entreprise vient nous voir, finalement elle a des questions qu'elle ne sait pas poser. Donc on vous pousse un peu dans vos retranchements parce que les juristes on est un petit peu bizarre. Donc on va vous poser des questions, c'est des questions utiles à la rédaction du contrat. Voilà pour la première phase. La deuxième phase, c'est donc la rédaction, la formalisation du contrat. Là, c'est nous qui travaillons. On rédige le document. Et la troisième phase, donc on vous remet le contrat, on vous laisse en prendre connaissance et revenir vers nous pour faire les ajustements que vous souhaitez. Ou parfois, ça peut nous arriver, des entreprises qui veulent faire quelque chose, on leur dit non, là c'est pas possible. Donc on va préciser dans le contrat, on vous rédige ce que vous souhaitez, néanmoins on précise aussi qu'on n'est pas responsable en cas de litige. Voilà comment se déroule la prestation. C'est une prestation qui est à 100% personnalisée, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas, on ne vous fournit pas de modèle, c'est adapté, c'est du sur-mesure. Faites attention si vous allez voir des cabinets d'avocats ou d'autres prestataires qui vous proposent des CGV par exemple pour 200 €. Alors, il y a peu de chances que ce soit fait sur mesure, particulièrement pour vous. Donc différenciez bien le modèle du contrat rédigé personnalisé. C'est important. L'objectif en tant que chambre de commerce, c'est de vous rendre autonome sur votre contrat. Alors quand on parle d'autonome, c'est-à-dire que, alors certes nous en tant que juriste c'est notre job de rédiger le contrat,
Néanmoins, on n'est pas là lors des négociations, on ne sera pas présent pour négocier le contrat et pour exécuter le contrat avec vous. Donc notre objectif, c'est que vous compreniez de bout en bout ce que on a prévu dans le contrat. Et lors des négociations, lorsque votre partenaire en face tente de négocier une clause, c'est que vous connaissez, ok, on négocie cette clause, mais je sais quels sont les impacts derrière. Notre objectif, c'est celui-là. Voilà, c'est de vous inculquer, si on peut dire, une certaine culture juridique. Mais on y arrive régulièrement. Voilà, de faire du droit un allié et non pas un ennemi. Voilà sur la prévention des impayés. Donc, c'est par mon contrat, en résumé, que je vais prévenir mes impayés, que je vais les limiter, que je vais les anticiper dans ma clause de modalité financière, dans laquelle je vais retrouver mes délais de paiement, mes moyens de paiement, mes pénalités financières, etc. Voilà ce que je peux vous dire sur le contrat. Je vous ai indiqué différents liens. Le premier, donc, c'est le site européen du réseau Enterprise Work Network. Vous allez trouver notamment la liste de nos bureaux présents donc, dans les différents pays. Vous allez pouvoir les consulter. Vous avez également le site de notre consortium, où vous allez retrouver notamment l'agenda avec nos différents événements. Si ça vous intéresse, le 29 mai, donc on fête cette année les 10 ans du réseau EEN et donc on organise tous les ans un forum qu'on appelle le Forum Europe. Cette année, le sujet est sur le RGPD, donc c'est de 15h à 18h dans le 17e, porte de Champéret. Je vous ai mis du coup le rapport également que j'ai cité et les formulaires donc, d'injonction de pays européenne sur le site de la Commission européenne que vous pouvez télécharger. Voici mes coordonnées, donc n'hésitez pas là dans les prochains jours. De toute façon, vous pouvez passer aussi par. Vous allez être harcelés là. Viviane est là de toute façon aussi pour. Alors on travaille toujours en binôme aussi avec le conseiller de voie de CCI, donc notamment si vous êtes une entreprise I77, on travaillera voilà en binôme avec Viviane.